Parce que vous avez besoin de solutions simples qui vous correspondent, nous mettons à votre disposition la télévision sur le mobile, les appels vidéo et les passes Internet Everywhere, accessibles grâce à notre réseau 3G+. Orange, il est 22h. Et merci de rester sur RFM. Bienvenue au journal. Le déraillement du petit train blanc de banlieue, l'accident s'est produit à Yeumbeul Sam Sam. Nous irons sur place dans un instant. La longue attente de Barthélémy Diaz, le jeune maire socialiste de Mermoz-Sacré-Cœur, est toujours en prison alors que les médias ont annoncé sa libération aujourd'hui. Les 200 soldats sénégalais de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, les militaires sénégalais ont reçu le drapeau national cet après-midi. Au Mali, la blessure de Dioncounda Traoré, le président de la République par intérim, attaqué par des manifestants qui soutiennent les ex-putschistes. Et puis à la fin de cette édition, il y aura le journal de la campagne électorale. Les législatives du 1er juillet commencent ce soir sur RFM. RFM Soir. RFM Soir. Babacar. Il y a eu plus de peur que de mal. Il y a quelques heures, le déraillement du petit train bleu de banlieue, le petit train de banlieue, comme on l'appelle, le PTB. En fait, c'est la locomotive qui a quitté les rails. L'incident s'est produit à Yeumbeul Sam Sam. Pas de victimes mais des dégâts matériels. Nous avons joint sur place le conducteur du train. Il s'appelle Mbaye Sen Diouf. C'était le train numéro 338. Il avait quitté Rufisque pour aller vers Dakar pour sortir à Dakar à 20h. Mais si je trouvais à la hauteur de la station de Yeumbeul, c'était un déraillement, quoi. Mais il y avait plus que peur de mal, quoi. Il n'y a pas de blessés. C'est la machine qui est déraillée, la locomotive. Alors, est-ce que le train pourra être remis sur rail? La base virale VPS a été mise à jour. Le technique vient d'arriver à l'heure même. C'est possible avant le petit matin? Oui, Inch'Allah, c'est le bon Dieu. RFM, fréquence de modulation 94.0, la radio en puissance. Barthélémy Diaz va-t-il sortir de prison ce soir? Les médias l'avaient annoncé, mais ce n'est pas encore le cas. Barthélémy Diaz, emprisonné depuis près de 5 mois après l'attaque contre sa mairie de Mermoz-Sacré-Cœur. Un des assaillants, rappelez-vous, avait été tué. Nous allons tout de suite devant la prison de Rebeuss, tout au long de la journée des va-et-vient. Jo Maron, vous êtes en ligne. Il y a toujours foule devant la prison de Rebeuss? Babacar Fall, retenez tout simplement que les chances de sortie de prison de Barthélémy Diaz restent aujourd'hui très minimes, il faut le retenir tout simplement, et en disant aussi que depuis presque l'après-midi, il y a des militants et des responsables du Parti Socialiste qui donc faisaient le tour au niveau de la prison de Rebeuss, mais retenez tout simplement que tous ces militants-là sont repartis, la presse aussi a quitté les lieux. Aujourd'hui donc, d'après l'information que nous avons reçue sur place, la maison d'arrêt et de correction n'avait pas du tout reçu une ordonnance donc de la liberté provisoire de Barthélémy Diaz. Et l'avocat aussi l'a confirmé sur place face aux journalistes qui étaient sur place. Retenez tout simplement que peut-être demain, les gens en tout cas pourraient retourner encore sur les lieux pour voir si Barthélémy Diaz va quitter la prison de Rebeuss, oui ou non. Mais quand même, d'après les quelques responsables que nous avons reçus, donc avec qui nous avons discuté sur place, ils nous ont tout simplement signalé que Barthélémy Diaz a le moral et qu'il se porte très bien. Mais ils ont profité de l'occasion pour exiger aussi la libération d'une 50aine de jeunes qui étaient arrêtés dans le cadre des manifestations du M23. Nous étions donc à quelques semaines tout simplement de la présidentielle. L'un des avocats de Barthélémy Diaz, maître Horeissi Ba, était lui aussi tout à l'heure devant la prison de Rebeuss. En tout cas, on entretient le suspense dedans parce que je n'ai pas d'interlocuteur. Je n'ai pas d'interlocuteur qui puisse me donner l'information officielle selon laquelle le papier du juge est arrivé. Au niveau du cabinet du juge, également, la tradition, c'est le silence de cathédrale. Moi, donc, je me demande sur quel fondement les gens ont conclu à la libération de M. Diaz aujourd'hui, mais je pense que ce n'est pas, en tout cas, moi en tout cas, qui suis à la source de ce dossier, parce que je suis quand même consulté pour lui, je n'ai pas encore reçu officiellement cette information. La date de la demande de liberté provisoire expirée aujourd'hui, votre client n'est pas libéré? Semble-t-il. Oui, et qu'est-ce que vous allez faire maintenant après? Vous savez, l'histoire des dates là, ça pose un grand problème d'interprétation. Si on fait la computation des délais, c'est-à-dire si on compte les jours,
effectivement, on peut dire que c'est aujourd'hui que la date arrive à expiration, c'est le deadline. Mais peut-être c'est demain aussi. En tout état de cause, quand le juge prend une ordonnance, le greffier s'empresse de nous communiquer à nous de la défense cette ordonnance, et au même moment l'ordonnance est reçue au niveau du greffe de la prison. Donc nous avocats, on était dans l'attente de cette ordonnance aujourd'hui. Maître Khourey Siba, l'un des avocats de Barthélémy Diaz, interrogé par Jo Maron. Le premier verdict de la première cour d'assises de Matam, ouverte ce matin, la première affaire jugée était une affaire de meurtre et le meurtrier a été condamné à 7 ans de prison, 7 ans de travaux forcés. Ali Bandel Niang. C'est dans l'après-midi du 3 novembre 2008 que Samba Dieng a été tué par une arme à feu au village de Ganabalol. Les éléments de la gendarmerie de Matam mettront la main sur le nommé Amadi Siley Dieng, confondu par des témoins. Lors des interrogatoires, le mis en cause, qui changeait de version sur la propriété de l'arme, soutenait tout de même que la victime courtisait sa seconde épouse, malgré les nombreuses mises en garde. Le jour fatidique, en les apercevant au puits, il récupérait son arme à la maison et lui tirait une balle en présence du témoin Fatih Bari. À la barre, l'accusé Amadi Siley Dieng, tout comme Fatih Bari, nie tous les faits. Là où l'accusé refuse la propriété de l'arme, Fatih Bari dit ne se souvenir absolument rien de cette affaire. Mais dans son réquisitoire, l'avocat général Sali Mbaye insiste sur la constance des faits, d'autant qu'il a eu la mort de Samba Dieng. Il demande la cour de reconnaître Amadi Siley Diallo coupable et requiert contre lui une peine de 20 ans de travaux forcés. Un réquisitoire qui a irrité les avocats de la défense. Maître Siré Clédorli, tout comme Maître Amadou Sey, ont tenté à travers 2 longues sorties de sortir le client en proposant son acquittement pur et simple. À la fin des plaidoiries, le président de la cour des assises de Matam suspend la séance pour le délibérer. À la reprise, plus d'une trentaine de minutes, le verdict est tombé. Amadi Siley Dieng est reconnu coupable. Il a été condamné à 7 ans de travaux forcés et devant verser à l'une des veuves de la victime en guise de dommage 2 millions de francs CFA. Matam, Ali Bandelnia, RFM. Bandel, merci. 22h07, le journal sur Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. La sortie médiatique de Macky Sall, le président de la République, a présidé en fin de journée une conférence de presse. C'était pour rendre public les résultats de la mission de rationalisation des structures de l'État. 59 agences et directions nationales supprimées. Georges Détié et Diop. 59 entités supprimées ou fusionnées. 5 référentiels ont été utilisés et la démarche consistait à l'analyse des missions et des objectifs des structures. Nafi Ngomdour, vérificateur général. Nous avons essayé d'identifier les duplications et les chevauchements. Nous avons procédé à l'analyse de la pertinence et de la cohérence des structures au regard des missions de l'institution ou du département afin de réduire les coûts de fonctionnement. Nous avons procédé à des formulations d'avis à la très haute attention de Monsieur le Président de la République sur la création de nouvelles entités publiques. Et pour Macky Sall, cette nouvelle structuration va permettre de répondre aux enjeux de l'heure. Cette nouvelle vision répond aujourd'hui aux enjeux d'une politique axée sur la gestion des performances et des résultats. Il s'agit notamment de répondre aux questions ci-après. Comment organiser le secteur public de telle sorte à assurer une corrélation parfaite entre la vision stratégique, l'organisation, les systèmes d'information, de gestion des performances et la maîtrise des résultats, voire des impacts. 59 structures supprimées ou fusionnées. Il s'agit de 5 agences, 41 directions, 2 cellules, un office, une société, un fonds, une mission, une délégation et 2 directions générales. Les structures qui concernent la présidence de la République sont au nombre de 3. Et puis ces nombreuses annonces du président de la République, création très prochaine de l'Office national anticorruption. Macky Sall qui dit également vouloir créer cette structure pour s'autosaisir. Cette structure pourra s'autosaisir et rendre public ses rapports. Cela dans le but de renforcer la bonne gouvernance. Une autre structure qui va voir le jour, la Commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis.
acquis. Macky Sall lors de sa conférence de presse en fin de journée. L'obligation de rendre compte dans la gestion des affaires publiques constitue un chantier de première importance qu'il convient d'ouvrir avec détermination et sans esprit partisan. Dans ce cadre, et pour que ce soit clair, que la Cour de répression contre l'enrichissement illicite n'est pas une cour réactivée pour des combats partisans, je vais proposer très prochainement au Parlement la possibilité de la faire migrer vers une cour de répression des crimes économiques et financiers. Il y a 2 autres instruments supplémentaires que je vais mettre en place immédiatement pour renforcer le dispositif stratégique de notre gouvernance. Le premier instrument est l'Office national anticorruption, OFNAC. C'est une autorité administrative indépendante qui aura pour mission la prévention et la lutte contre la corruption et les infractions connexes. L'OFNAC sera doté d'importants pouvoirs, notamment celui d'autosaisine pour toute enquête ou investigation qu'il jugera utile. Il pourra saisir la justice et publier ses rapports. Le second instrument est la Commission nationale de restitution des biens et de recouvrement des avoirs mal acquis. Cette commission va être instituée pour rechercher partout où besoin sera et dans le respect des droits de la personne et des conventions internationales les biens et avoirs dissimulés. En même temps que Macky Sall tenait cette conférence de presse, la Fédération nationale des cadres du Parti démocratique sénégalais, elle aussi était en point de presse et la Fédération nationale des cadres libéraux se dit contre la réactivation de la Cour de répression de l'enrichissement illicite et pour cause, cette juridiction va porter atteinte à la liberté individuelle selon les cadres libéraux qui demandent à Macky Sall de donner d'abord lui-même l'exemple en venant se présenter devant la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Abdoul Aziz Diop, le secrétaire général de la Fédération nationale des cadres libéraux, interrogé par Georges Détier Diop. Cette loi porte atteinte à la liberté individuelle. Parce qu'en droit, le principe, c'est la présomption d'innocence. Mais avec cette loi-là, il y a un renversement de la charge de la preuve, ce qui instaure un principe qu'on appelle la présomption de culpabilité. Donc nous allons vivre dans un régime de suspicion, de délation. Et dire également que cette cour, nous disons oui, mais également, il faut que le président de la République, M. Macky Sall, puisque c'est un président de rupture, quand même, renonce à ses privilèges de juridiction et se présenter en premier lieu devant cette cour-là pour d'abord justifier l'origine de ses biens et ensuite pouvoir maintenant s'attaquer à toute personne qu'on estime qu'il a détourné de l'argent public. Eh bien, sur les accords avec la France, nous sommes tous inquiétés du fait que, après son élection, quelques jours avant la défaite de Sarkozy, parce que tout le monde savait que Sarkozy allait perdre les élections, mais il est pourtant parti signer ces accords-là. Et ces accords-là fait partie, n'est-ce pas, les points pour lesquels le gouvernement français, Sarkozy à sa tête, a combattu Abdoulaye Wade. Parce que Abdoulaye Wade a osé, ici à Dakar, descendre le drapeau français pour hisser le drapeau sénégalais, c'est là où ces gens-là ont entré dans le complot contre le Parti démocrate sénégalais. Donc nous demandons tout simplement que ces accords-là soient publiés, que nous puissions savoir sa teneur, son contenu. Et qui a vendu les terres du CICES? 2/3 des terres du Centre international pour le commerce extérieur du Sénégal ont été vendues, bradées même, selon les nouvelles autorités. La ministre du Commerce était en visite au CICES ce matin. Matassi Diallo a fait le constat. Elle évoque même une possible compromission de la 21e édition de la FIDAK, la Foire internationale de Dakar, qui se tient là-bas tous les ans. Tellement cet espace étouffe de maisons qui y sont construites. Aminata Goudiaby. De belles maisons qui émergent des murs qui sortent de terre, des maçons qui s'affairent, il n'y a plus d'espace dans le périmètre du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Le collège des délégués du CICES est écœuré. Claude Ngom est le secrétaire général. Il y a une majeure partie qui a été bradée et malheureusement donc on se rend compte que depuis un certain moment il y a des locataires des sites du CICES qui bénéficient de contrats donc signés avec la direction générale donc qui leur permettent de construire à l'intérieur du CICES, ce qui pose aussi un problème parce que nous avons une convention de concession donc qui ne nous permet pas de louer à des tierces personnes afin que ces personnes-là puissent construire à l'intérieur du CICES. La ministre du Commerce a fait le constat pour avoir visité tout le site. Matassi Diallo s'indigne de la situation. Selon elle, l'occupation de ces terres peut empêcher la bonne visibilité de la foire internationale de Dakar. Tout cet espace est supprimé parce qu'il n'appartient plus à la foire. Je me demande, en novembre prochain, comment vous allez vous organiser pour abriter ces véhicules. Où est-ce que vous allez les mettre? Et ça risque de décourager beaucoup de participants.
Donc ça risque de compromettre l'objectif du CICES tout de la fois. Mais pas de solution à proposer pour le moment. Je crois qu'il sera très tôt de dire que je vais envisager des mesures. Je viens d'arriver à la tête de ce département. Après la visite, le directeur général du CICES, Baïdi Souleymane Ndiaye, a présenté l'institution à la ministre du Commerce. Présentation qui a passé sous silence les recettes de l'entreprise. Matassi Diallo trouve cela bizarre. Je n'ai pas un exposé sur les recettes de l'entreprise. Je connais la fois du dehors en tant que citoyenne, l'affluence qu'il y a. 14 000 éco-villages d'ici l'horizon 2015, c'est le pari que se fixe l'Agence nationale des éco-villages, l'ANEV. L'annonce est du directeur général de cette structure. L'objectif, lutter contre la pauvreté et assurer un développement endogène, économique et social à nos villages. Le colonel Demba Mamadouba, directeur de l'Agence nationale des éco-villages, interrogé par Ndate Diop. L'Agence nationale des éco-villages a pour objet de transformer 14 000 villages en éco-villages. Un village sur 2 du Sénégal, d'ici à l'horizon 2020. Et actuellement, nous sommes en phase test jusqu'en décembre 2012. Jusqu'en septembre 2011, nous avions à peu près 3 éco-villages tests. Vraiment, c'était des modèles qui n'étaient pas encore achevés. Mais aujourd'hui, je suis heureux de dire que nous sommes à 21 villages. 21 villages que nous avons créés et on a un modèle presque plus ou moins achevé. Le village de Bakombel qui est dans le département de Mbour à Sanyara. Ce que nous visons, c'est la lutte contre la pauvreté. Vous savez comment se comportent nos populations en campagne, les difficultés que nous avons pour apporter le développement au niveau de ces populations. En fait, ce que nous cherchons vraiment, c'est le développement, la promotion de l'homme dans son milieu, mais tout en préservant les ressources naturelles. C'est là, c'est l'aspect le plus fondamental. Vous savez, nous sommes en train de dégrader les ressources naturelles, d'agresser un peu la biodiversité de manière globale, et notre porte d'entrée, c'est la lutte contre les changements climatiques tout en préservant la biodiversité. L'Agence nationale des éco-villages reçoit depuis aujourd'hui une mission économique française. C'est pour communiquer autour d'un certain nombre d'initiatives en matière d'énergie renouvelable et de développement propre. La mission prend fin mercredi prochain, 22h17. RFM, la radio de toute l'actualité. Quand des jeunes de la sous-région ouest-africaine appellent le gouvernement du Sénégal et le MFDC à ouvrir des négociations pour une paix définitive en Casamance. Le cri du cœur a été lancé au Cap Skirring lors d'un atelier de formation justement sur la prévention des conflits. Abdoulaye Sambou. Ils sont venus des 3 régions de la Casamance naturelle, de la Guinée-Bissau et de la Gambie pour participer à cet atelier de formation des formateurs en prévention, gestion non violente des conflits et genre. Cette rencontre de 6 jours qui a réuni au total 32 jeunes a pour objet de capaciter ces jeunes sur la prévention et la gestion non violente des conflits dans une sous-région secouée par des crises à tous les niveaux. L'occasion saisie par ces jeunes pour inviter les nouvelles autorités et le mouvement des forces démocratiques de Casamance à ouvrir des négociations de paix en Casamance et appeler aussi les autorités bissau-guinéennes à plus de responsabilités dans la gestion des affaires du pays. Ali Deki est coordinateur du programme Dynamique de paix. Au MFDC, à l'État du Sénégal, vous savez, le nouveau gouvernement, pour leur dire de faire vite et de relancer les négociations. On n'a pas dit que ça démarre aujourd'hui et qu'ils réussissent, mais qu'ils commencent les premiers pas. Les populations veulent se rassurer, est-ce qu'il y a déjà une piste de relance des négociations? Et à travers de ce projet, en tant que jeunes, nous pensons qu'il faut lancer un appel à l'autorité, le gouvernement sénégalais et les MFDC, à relancer les négociations afin que les populations puissent se rassurer. Parce que c'est pas qu'à se répéter, arracher l'argent des gens, et ça, certes, on souhaite vraiment que les gens puissent arrêter et aller à la table de négociation. En tout cas, la jeunesse casamançaise, la jeunesse du Sénégal, la jeunesse de la Gambie, la jeunesse de la Guinée qui est là, souhaiterais également que la paix revienne en Guinée-Bissau. Cette rencontre qui se tient au Cap Skirring est assurée par des experts étrangers et locaux et porte sur 3 modules comme la gestion non violente des conflits, l'approche genre et l'intervention communautaire. Abdoulaye Sambou Ziguinchor, RFM. Des soldats sénégalais en Guinée-Bissau dans 3 jours, 200 djambars vont débarquer dans ce pays dans le cadre de la mission de la CEDEAO. Ces militaires sénégalais ont reçu le drapeau national cet après-midi, cérémonie au camp Moussa Dioum de Bargny. Ousseynou Thiam.
C'est dans cette tradition militaire que le contingent sénégalais en partance à la Guinée-Bissau pour une mission de la CEDEAO a reçu le drapeau national des mains du chef d'état-major général des armées. Après la remise des couleurs aux soldats sénégalais, le SEMGA, qui ne doute pas de leur professionnalisme, leur a demandé de bien représenter leur pays dans cette mission. Général Abdoulaye Fall. Nous leur disons donc que nous avons confiance en eux parce que c'est des professionnels, mais nous disons également que seul le professionnalisme ne suffit pas. Ils vont dans un pays, ils ont des valeurs, d'abord du djambar, mais des valeurs du soldat à sauvegarder pour ne pas que, au-delà de leur professionnalisme, qu'on ait quoi que ce soit à leur reprocher du point de vue du comportement, du point de vue de l'éthique. Mais nous, comme nous le disons, nous avons confiance parce que c'est des soldats rompus à la tâche. Des djambars très soucieux de leur participation à la sécurisation du processus de transition en Guinée-Bissau. Colonel Cheikh Ahmed Tidiane Thioune, commandant du contingent. Mais disons que actuellement, la mission globale, c'est d'accompagner la transition en Guinée-Bissau pour que ce pays revienne un tout petit peu à la normale. Comme d'habitude, la cérémonie de remise de drapeau a été sanctionnée par un défilé militaire de nos 200 soldats sur l'allée du général Alfred Diallo. Ousseynou Thiam, Camp Moussa Dioum de Bargny, RFM. On reste en Afrique de l'Ouest, au Mali. L'attaque contre le palais présidentiel. Des manifestants qui ont même blessé le président John Kounda Traoré, le président par intérim du Mali. Et justement, les manifestants ne veulent pas qu'il reste au pouvoir. Dakar Didia Dembélé. La décision est comme tombée du ciel. Une partie de la population n'a pas bien accueilli la décision assortie des négociations entre la CEDEAO et la junte militaire. Depuis lundi matin, des jeunes ont pris d'assaut les rues de Bamako, puis se sont dirigés sur le palais de Koulouba, où ils ont pu atteindre le bureau du président de la transition. Dans les mouvements, celui-ci a été blessé. Arrivé à l'hôpital, il a marché jusque dans la salle, a dit une source qui a ajouté qu'il est retourné chez lui quelque temps après. Dans la soirée, le Premier ministre s'est adressé à la nation. Toute personne qui vous demande de sortir pour manifester, ne sortez pas, car le pays traverse des moments difficiles, a dit Cheikh Modibo Diarra. Si au nord du pays, des gens se rebellent et qu'à l'ouest nous manifestons, nos enfants nous suivent. Notre tradition, c'est le dialogue. Donc, je vous invite à retourner à ce dialogue, a-t-il dit. Diakaïdia Damele Bamako pour Radio Futur Média. Les actualités sportives présentées par Sadani Thiam. Bonsoir Sadani. Bonsoir Babacar Fall. On commence par du football. On commence donc par du football avec l'équipe nationale du Sénégal qui est donc en regroupement depuis ce matin dans un hôtel de la place. Le Sénégal donc qui prépare les éliminatoires de la zone Afrique de la Coupe du Monde 2014 prévue au Brésil. Le Sénégal rencontre le Maroc en match amical. Ce sera le 25 mai prochain à Marrakech. Joseph Koto donc et ses poulains quitteront finalement Dakar dans la nuit du mardi au mercredi. Une séance d'entraînement est prévue demain à partir de 9h à Léopold Sédar Senghor. Et puis parmi les 9 joueurs présents en regroupement, seuls 2 cadres sont sur place. Il s'agit de Khadim Ndiaye et de Papis Demba Cissé. Papis Demba Cissé donc qui sera sacré soulier d'or de Canal Horizon pour sa bonne saison. Il a été meilleur buteur africain de tous les championnats européens avec 22 réalisations. Le Sénégal donc qui retrouvera Dakar le 27 mai prochain. Ce sera à partir de 17h. Nous restons toujours au football, mais cette fois-ci donc pour parler du Mali qui affrontera le 27 mai en France la Côte d'Ivoire en vue de préparer les 2 premiers matchs des éliminatoires de la zone Afrique respectivement contre le Bénin. Ce sera le 3 juin à Cotonou et puis l'Algérie le 9 juin à Bamako. Les Maliens entrent en regroupement à partir du 24 mai en France. Les Aigles du Mali seront dirigés par l'ancien international malien Amadou Pathé Diallo qui vient d'être désigné par la fédération malienne pour remplacer le français Alain Giresse dont le contrat qui expire à la fin de ce mois ne sera pas renouvelé faute d'entente entre les 2 parties. Et puis rappeler qu'Amadou Pathé Diallo sera assisté de Fanyeri Diarra et de Mohamedou Sidibé, tous 2 d'anciens internationaux. Et puis nous allons terminer cette page espoir avec de l'athlétisme. Le Sénégalais Ndis Kababadji et qui se qualifie pour les Jeux Olympiques de Londres 2012, prévu donc du 27 juillet au 12 août prochain. Il a réalisé un minima B de 8,17 m au saut en longueur lors des interclubs français disputés hier à Aix-les-Bains.
Avec ce saut, le spécialiste des sauts horizontaux a remporté le concours, ce qui lui permet de valider son ticket pour Londres 2012 et rappeler que le minima requis aux Jeux Olympiques est de 8,10 m. Babacar. Merci Sadani. La suite du journal. RFM. C'est l'heure de En classe. C'est une présentation de la Djundjogoudienne. En classe vous est offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Bienvenue à tous. Nous démarrons aujourd'hui un focus sur les gouvernements scolaires. Ces gouvernements, introduits dans le cadre de la réforme du système éducatif, fonctionnent comme de véritables États. Ils placent les élèves au cœur du fonctionnement des écoles. Le gouvernement du CM Khar Ndofène Diouf de Fatick sollicite par son dynamisme, Youssouf Bodian. Le Sénégal vient d'élire son 4e président, monsieur. Le CM Khar Ndofène Diouf a préféré faire confiance à une demoiselle. Je m'appelle Asawalo Babou. Je suis la présidente du gouvernement de l'école Khar Ndofène Diouf. Je suis en 3e. Pour être élu au poste de président, on vient seulement, on se présente, on fait un petit discours et les élèves apprécient, ils votent pour vous. Il y avait 3 candidats. Mademoiselle la présidente a 16 ans. Depuis quelques mois, elle est à la tête d'un mini-État de 1206 élèves. Pour son mandat en cours, les ambitions ne manquent pas. On veut atteindre plus de moyens possibles dans l'école, faire travailler les élèves, diminuer les perturbations. Cet élève en classe de 4e fait partie de son gouvernement de 10 membres. Je m'appelle Babacar Diouf de la 4e M4B. Je suis le ministre de l'Éducation du CM Khar Ndofène Diouf de Fatick. Je m'occupe des problèmes des élèves comme en cas de grève. J'en parle au principal et on décide des solutions pour mettre fin à la grève. Cette expérience qui a débuté en 2007 a permis de créer un cadre d'échange entre les élèves et l'administration, selon Cheikh Tidiane Niang, principal du CM Khar Ndofène. Chaque ministre a des conseillers, parmi lesquels des professeurs, également des élèves. Ainsi donc, ils apprennent déjà à être donc pragmatiques, actifs, à jouer des rôles très importants dans leur état, donc le CM. Le gouvernement scolaire se réunit à chaque fois qu'il y a besoin avec l'encadrement des professeurs conseillers. Les gouvernements scolaires sont très importants parce qu'ils permettent aux élèves d'apprendre des notions comme la bonne gouvernance. C'est le sentiment du responsable de la composante curriculum et enseignement de l'USAID Éducation de base, Joseph Sarr. Dans le gouvernement scolaire, ils apprennent à élaborer des plans comme, d'abord politique, entre guillemets, au niveau élève politique et un plan d'exécution, programme d'exécution des activités, à rendre compte, parce que ici, dans le gouvernement scolaire, cette dimension bonne gouvernance est importante. Rendre compte des engagements qu'ils ont pris, des exécutions qu'ils ont eu à réaliser, surtout au niveau des exécutions financières, rendre compte à un public, défendre, faire un plaidoyer, parce que dans leurs actions, il peut avoir une idée à défendre. En tout cas, tous les chefs d'établissement qui l'ont expérimenté nous ont dit que c'est une excellente chose pour eux. Dans la rubrique découverte, nous vous présentons le lycée Djignambo de Ziguinchor. Cet établissement est le premier de la Casamance naturelle, mais le lycée Djignambo est aujourd'hui confronté à beaucoup de difficultés. Abdoulaye Sambou. Créé en 1957 par la volonté d'Amadou Maktarbo, le lycée Djignambo de Ziguinchor fut une section normale qui avait pour vocation la formation des instituteurs avec un cycle de la 6e à la 3e. En 1960, cette section de normaliens va être rejointe par une autre section d'enseignement général prenant les élèves de la 6e à la terminale. Ces deux régimes vont cohabiter jusqu'en 1966 avec la dernière promotion de la section normale qui consacre l'extension de ce régime de formation des instituteurs. Et c'est en 1966 que ce lycée va être baptisé lycée Djignambo du nom du résistant du Bandial Djignambo Bassène. Premier lycée de la Casamance, le lycée Djignambo va connaître une mutation en 1995 avec la suppression du premier cycle. Aujourd'hui, son effectif est passé de 150 en 1957 à près de 5000 élèves. Mais hélas, le lycée Djignambo, qui voit ses résultats scolaires chuter d'année en année, souffre de la recrudescence des grèves et de la vétusté de ses bâtiments. Son excellence Fodesek Go, mandat de la NASA, Abdoulaye Baldé et plusieurs autres cadres casamassés sont passés par ce lycée. Place à présent au portrait. Nous faisons la connaissance d'un directeur d'école de Linguère. Cet enseignant fait de son métier une passion et un sacerdoce. Mamadou Mangan nous dresse son portrait. Je m'appelle Aliou Ndiaye, plus connu sous le nom de Ali Ndiaye, directeur de l'école Mbadiane Guénen. Instituteur de classe exceptionnel, Ali Ndiaye n'est pas entré dans l'enseignement par défaut. En 1982, il avait réussi simultanément au concours d'entrée à l'école nationale des cadres ruraux et à l'école normale régionale. Il pouvait choisir d'être agent technique de développement rural, agent technique des eaux forêts ou bien agent technique de l'agriculture parce qu'il fallait choisir. Et moi, j'ai opté pour l'enseignement et je suis allé à Bambey pour faire la formation à l'école normale régionale, une formation de 4 ans. Ali Ndiaye
est sorti major de sa promotion. 82-86. Affecté à Tambacounda puis à Linguère, Ali Ndiaye a vite séduit ses supérieurs de par son expérience dans le métier et a l'honneur de participer à la formation des premiers volontaires de l'éducation. Tous les enseignants de la première, de la deuxième, de la troisième génération du volontariat dans le département de Linguère, tous ces maîtres-là ont passé entre mes mains pour en tout cas taquiner un peu la pédagogie. Tout ce travail d'un enseignant émérite sera auréolé de plusieurs distinctions. J'ai été 2 fois premier d'honneur du civil de l'IA pour service à l'éducation. Le responsable du CODEC de Linguère, collectif des directeurs d'école, n'a pas de secret. Il essaie toujours de créer un climat de travail et de confiance afin de susciter l'intérêt chez l'apprenant. Créer un climat de confiance et de sécurité au niveau de la classe pour que les élèves se sentent à l'aise pour mieux apprendre, en tout cas les enseignements d'apprentissage. Après les nombreuses perturbations notées dans le système éducatif, les directeurs d'école de Mbadiane-Guénen demandent aux autorités plus de considération à l'endroit des enseignants dans l'intérêt supérieur de l'école sénégalaise. Mamadou Mangane, merci. Ainsi se referme En Classe. Rendez-vous la semaine prochaine. En Classe vous a été offerte par la COSIDEP. COSIDEP, une coalition pour une éducation de qualité pour tous. Val d'Afrique vous offre votre bulletin de santé. Ngonengom à la présentation. Bonjour à tous et bienvenue. La différence entre le beurre de table ou beurre pasteurisé et le beurre de cuisine. Pour beaucoup, c'est du pareil au même. Mais non, malheureusement, cette confusion généralement faite n'est pas sans conséquence, ce qui a poussé le docteur François Idrissa Faye à en parler. Parce qu'on le voit souvent autour de nous. Bon, les gens, peut-être par méconnaissance, confondent. Ou bien, bon, à cause du prix, c'est moins cher. Les gens utilisent le beurre de cuisine pour le tartiner, tout ça. Bon, mais nous, notre devoir d'agent de santé est d'informer juste. C'est-à-dire qu'il faut donner à chacun la bonne information. Les gens auront le choix. Ils sachent déjà que le beurre de cuisine doit être utilisé pour la cuisine et non pour les tartines. Et le beurre de table, uniquement à table. Et à consommer directement, mais pas cuisiner. Donc chaque fois que le beurre doit rentrer au four ou bien doit être cuisiné, il faut pas utiliser le beurre de table. Donc ne pas mettre l'un à la place de l'autre, et cela pour plusieurs raisons. D'abord, leur constitution diffère, leur utilisation devrait également l'être, mais la publicité n'aidant pas, le choix fait n'est toujours pas le bon. Effectivement, bon, le beurre de table et le beurre de la margarine, souvent les gens ont tendance à confondre. Souvent dans les publicités, on voit vice-versa, qu'on mette du beurre de cuisine sur du pain à consommer directement, ou bien qu'on utilise le beurre de cuisine pour cuisiner les œufs ou autre. Donc, et d'après la composition, on sait que le beurre de table est d'origine animale, donc provient du lait des vaches qu'on traite, qu'on transforme, alors que le beurre de cuisine, qui a toujours beaucoup d'acides gras, provient d'huile végétale. Donc le beurre de cuisine, effectivement, doit être forcément cuisiné. Il est bon pour la santé, mais il faut qu'il soit cuisiné pour que les agents soient bénéfiques pour le corps. Alors que quand on le consomme directement, ces boules de graisse là peuvent nous boucher les artères et ça donne de problèmes cardiaques. Sur les conséquences de cette mauvaise utilisation sur votre santé, nous y reviendrons demain dans un autre numéro. Biotox, l'efficacité garantie, c'est mon choix. Val d'Afrique vous a offert votre bulletin de santé. Merci de suivre toujours RFM. Dans un instant, le journal de la campagne électorale. En attendant, le rappel des principales informations de cette édition. Babacar Fall. Avec tout d'abord le déraillement du petit train de banlieue. L'accident s'est produit à Yembol Samsam. Il y a eu plus de peur que de mal. Pas de victimes, seulement des dégâts matériels. La longue attente de Barthélémy Diaz, le jeune maire socialiste de Mermoz-Sacré-Cœur, n'est pas sorti de prison ce soir, comme annoncé par les médias. Les 200 soldats sénégalais de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, les militaires sénégalais ont reçu le drapeau national cet après-midi. Au Mali, la blessure de John Kounda Traoré, le président de la République par intérim du Mali, attaqué par des manifestants qui soutiennent les ex-putschistes. Et ce soir, le Premier ministre Cheikh Modibo Diarra appelle au calme. Le journal des législatives, le journal de la campagne électorale, on y est. Législative 2012. Le président de la République nous a instruit de faire en sorte que ces élections législatives 2012 soient des élections avec contestation ferme. Le 1er juillet 2012, le Sénégal va élire de nouveaux députés.
24 listes pour désigner 150 représentants du peuple à l'hémicycle. Nous sommes à l'Assemblée pour dire non quand ça dérape du côté du gouvernement. Tout au long de cette période électorale, nous vous accompagnerons avec le journal de la campagne, nos émissions et nos directs. Nous avons constitué une liste, nous sommes en train de la déposer. Donc, comme vous le savez, il y a... Vous ne raterez rien. Du matin au soir, suivez l'actualité des élections législatives sur RFM. Contrôler l'action gouvernementale pour être la voix des populations, des sans-voix. Et tout d'abord, écho de campagne pour ce premier numéro du journal de la campagne électorale. Focus sur les 24 listes en course pour les 150 sièges de députés. Daouda Diouf. Si en 2007, on avait 14 listes de partis politiques et coalitions de partis avec le boycott de l'opposition dite significative pour non-fiabilité du fichier électoral, pour le scrutin du 1er juillet 2012, il faut compter sur 24 coalitions et partis politiques. Avec la prochaine législative, on pourra s'attendre à une redistribution des cartes au niveau de l'Assemblée nationale. Si la coalition Bokk Yakaar du président Macky Sall, dont la liste nationale est dirigée par Moustapha Niasse de l'AFP, a la chance d'avoir une majorité avec des souteneurs comme Ousmane Tanor Dieng, Idrissa Seck, Youssou Ndour, pour ne citer que cela, il faudra aussi compter sur Bokk Gis-Gis du Parti démocratique sénégalais, même si ses principaux animateurs Pape Diop, Mamadou Seck, Abdoulaye Baldé, Thierno Lo, Abdou Fall, Moussa Sy sont tous issus de l'ancien régime. L'autre enjeu, c'est la présence des femmes. L'Assemblée nationale pourra désormais compter 75 femmes sur les 150 députés. Cette parité sera-t-elle une parité qualitative ou quantitative? On en saura davantage. Parlons des religieux dans les partis et coalitions de partis. Les Sénégalais pourront aussi compter sur Imam Alioune Sall, Imam Mbaye Niang, Serigne Modou Kara Mbacké, Serigne Abdou Samane Mbacké, Serigne Khoureychi Niass, si bien sûr les Sénégalais votent pour eux. Avec ces nouvelles donnes, normalement, on va vers un rééquilibre des pouvoirs en permettant à l'Assemblée nationale de retrouver son boubou de contrôleur du pouvoir exécutif. Mais si la coalition Bokk Yakaar obtient la majorité comme la coalition CAP 21 l'avait réussi en 2007 avec 89 députés sur les 150 sièges, on va vivre le phénomène du député d'Abdoulaye Wade, pour ne pas dire député Macky Sall, qui va voter tout ce qui lui vient du pouvoir exécutif, c'est-à-dire une autre chambre d'enregistrement ou d'applaudissement. La rubrique escale, ce soir nous nous arrêtons dans la banlieue de Dakar. Là-bas, des attentes, il y en a énormément à l'endroit des futurs députés qui y seront élus. C'est un reportage de Salif Sow. Abou Sonia est un jeune cordonnier. Assemblée démocratique ak bu jaar yoon. Ñu lañ bëgg quoi. Monsieur Ndiaye, le sexagénaire, lui, est agent immobilier. Le député, c'est le peuple qui l'a élu. Il n'a qu'à se concentrer pour le peuple. Toutes les personnes interpellées sont unanimes sur une question. Le député ne doit pas siéger à l'hémicycle pour ses propres comptes. Enfin, ils sont là pour le texte et le peuple. Et le peuple représente le texte. Voilà, moi je nekkal pour Macky Sall ou bien pour keneen nekkal ko population. Honorable député, vous dites représenter le peuple. Le peuple vous paie et vous supplie de mériter salaire, véhicule, faveur et tout qui va avec. Parce que ce sont nos impôts qui le payent. Et l'impôt, c'est la sueur de nos fronts. Ils doivent mériter leur salaire. Nekkal ko population. Waaw, ñu leen di fay. Le nombre de députés devait être même réduit, pense Ndeye Diop, et elle ne veut pas d'une assemblée nationale hétéroclite, tout comme Abou. Du baax ci population lu tax non du baax gis nga Abdoulaye dafa mujjee oui daa mujjee moom assemblée ak moom loolu na du yoon. Salif Sow, Pikine, Radio Futur Média. 22h38, vous suivez le journal de la campagne électorale. On en arrive à carte électorale. Notre correspondant à Fatick nous présente la carte électorale de cette localité du centre du Sénégal avec les forces en place. Youssouf Bodian. Pour ces législatives 2012, la bataille électorale dans le département de Fatick va opposer essentiellement le PDS à la coalition Benno Bokk Yakaar qui avait remporté largement la dernière présidentielle dans le département. Benno Bokk Yakaar dans le département de Fatick a investi Aïda Diouf de la commune de Fatick et Biram Touré, ex-PCR de Diakhao, tous deux de l'APR. Sur la liste nationale figurent les noms de Ndeye Amy Leye, responsable des femmes de la commune de Fatick, Semou Diouf du mouvement des jeunes et Oula Ndiaye, sénateur du PDS qui a rejoint l'APR. En face, Benno Bokk Yakaar aura comme principal adversaire à Fatick le PDS qui a investi Ousmane Diouf de la communauté rurale de Niakhar et Ndeye Ngiran Diouf. Sur la liste nationale, Bakhaw Diong est la seule du département à être investie par le PDS. L'ex-député libéral Abdoulaye Sène et la sénatrice Yaman Albis ont été investis sur la liste nationale de Bokk Gis-Gis. Sur la liste départementale des dissidents du PDS figurent les noms de Michel Marie Sène et Palel Awa.
À Fatick, les dernières législatives de 2007 avaient été remportées par la coalition SOPI avec Macky Sall comme tête de liste nationale. Elle avait obtenu 82,72% des voix. Lors de la 11e législature, Fatick a été donc représentée à l'hémicycle par 6 députés, 5 du PDS et 1 de l'AJ/PADS. Entre-temps, les 3 députés libéraux ont quitté le navire PDS. L'enjeu de ces législatives pour Benno Bokk Yakaar dans le département de Fatick, c'est la confirmation de son large score obtenu lors de la dernière présidentielle. Youssouf Bodian, Fatick, Radio Futur Média. Leçon d'histoire. Depuis combien de temps on a commencé à élire des représentants du peuple au Sénégal dans une assemblée? Cela fait longtemps, c'est depuis 1848. Le professeur agrégé de sciences politiques et de droit, Ogosek, l'explique à Eladj Ndiogoudienne. Déjà en 1789, le Sénégal avait déjà envoyé un mandataire du nom de l'amiral qui était chargé de revendiquer un certain nombre de doléances, notamment l'élection du poste de député au Sénégal. Et c'est donc noté la participation du Sénégal déjà aux États généraux de 1789. Ensuite, en 1848, il faut noter que Durand Valentin sera élu comme premier député en même temps maire. Et c'est à partir de ces dates qu'on peut dire qu'il y a vraiment élection législative au Sénégal, à partir de 1800. Mais il faut noter que nous étions dans le cadre d'institutions coloniales. Et ces institutions étaient donc le Conseil général de 1879 à 1920, le Conseil colonial de 1920 à 1946. Ensuite, on retrouve encore le Conseil général de 1946 à 1952. Et enfin, l'Assemblée territoriale en 1958 avec son siège à Saint-Louis, juste avant l'Assemblée constituante qui marque un peu la communauté entre le Mali et le Sénégal, juste avant les indépendances. Donc il faut noter également que parallèlement à ces institutions coloniales, le Sénégal donc, était représenté à l'Assemblée française, malgré l'opposition d'un certain nombre d'administrateurs coloniaux. L'élection la plus marquante, c'est celle de Blaise Diagne qui a eu lieu en 1914, qui marque un peu le réveil de l'électorat noir. À présent, notre invité dans ce journal de la campagne électorale, Maître Ali Ousso, le président du Conseil national de la jeunesse, entretien avec Ndaté Diop. des exceptions par rapport
RFM en live vidéo sur le net. Qui disait qu'RFM, ça s'écoute et ça se voit? RFM législative 2012. Le président de la République nous a instruit de faire en sorte que ces élections législatives 2012 soient des élections avec contestation ferme. Le 1er juillet 2012, le Sénégal va élire de nouveaux députés. 24 listes pour désigner 150 représentants du peuple à l'hémicycle. Nous sommes à l'Assemblée pour dire non quand ça dérape du côté du gouvernement. Tout au long de cette période électorale, nous vous accompagnerons avec le journal de la campagne, nos émissions et nos directs. Nous avons constitué une liste, nous sommes en train de la déposer. Donc, comme vous le savez, il y a... Vous ne raterez rien. Du matin au soir, suivez l'actualité des élections législatives sur RFM. Contre l'action gouvernementale pour être la voix des populations, des sans-voix. cey saaneex ak sidaat dikkati nañu de ci kër gi la maison ay ree bay bëgg a dee